Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui. Ma session s'intitule « Les aventures d'un facilitateur au pays des techs ». Je comptais passer un petit peu dans la pièce et je comptais sur ma télécommande pour pouvoir me déplacer. Mais comme d'hab, j'ai un peu merdé, j'ai oublié qu'on était en physique et j'ai pas changé les piles. J'ai pas vérifié avant de partir, donc je vais devoir rester ici et le faire à l'ancienne avec next. Donc aujourd'hui on va parler tech, on va parler facilitation. Alors juste, je me slide quelques secondes des sponsors et pendant ce temps-là je vous pose 2-3 questions. Qui fait de la facilitation au quotidien? Facilitateur, Scrum Master. Ouais. Qui a un background de développeur-développeuse? Ok, ça marche. On verra si vous êtes concerné par cette session et si en tout cas vous en tirez quelque chose. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je m'appelle Yoann Thirion, je suis coach agile technique, coach craft dans des organisations. On y met le titre qu'on veut. En réalité, moi j'accompagne les équipes sur la mise en place, on va dire, de pratiques agiles. Je les accompagne aussi et surtout sur leurs pratiques d'ingénierie, sur la mise en place de pratiques qui viennent principalement d'extreme programming, des choses comme le pair programming, comme le TDD, et des choses un petit peu plus récentes comme le mob programming, des pratiques de testing particulières comme l'approval, le property based, des tests d'attitude, enfin bref. Je fais énormément de choses différentes. Moi je me focus réellement sur la technique, avec les équipes au quotidien. Je les aide à apprendre de nouvelles choses qui peuvent leur permettre de délivrer dans les meilleures conditions possibles, avec le moins de friction possible. Alors du coup, ça semble un peu bizarre le titre de la session. Pourquoi quelqu'un de technique viendrait parler de c'est quoi le rôle d'un facilitateur dans un environnement purement technique? Parce qu'en fait, de par mes différentes expériences, j'ai pu travailler dans pas mal de contextes, et à chaque fois, il y avait des Scrum Masters, des facilitateurs ou des coachs agiles qui étaient atteints par ce syndrome de l'imposteur, qui venaient en gros me dire « Ah Yoann, je ne me sens pas du tout de faciliter cette session-là. Quand l'équipe parle entre elles, quand les développeurs parlent entre eux, je ne comprends rien, je suis complètement largué, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Du coup, je ne me sens pas du tout de faciliter ces sessions. Je ne me sens pas du tout de faciliter des sessions où ça va parler technique. Je me sens vraiment pas à l'aise. Je me sens pas légitime dans mon rôle. » Alors j'ai voulu faire cette session-là pour apporter des réponses à des personnes qui seraient atteintes de ce syndrome-là. Je ne sais pas, dans la pièce, qui a déjà ressenti ça, se sentir un petit peu en tant qu'extraterrestre, pas comprendre le vocable utilisé, ouais. Ok. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais prendre quelques exemples. Et là, par contre, je voulais revenir sur c'est quoi la facilitation en tant que telle. Alors, j'ai mis une petite définition, je vais la lire, parce que je ne la connais pas par cœur. La facilitation, si on en croit un livre comme Skill Facilitator, par exemple, un très bon livre qui commence à être daté, mais qui est toujours d'actualité, on va dire. Donc la facilitation, c'est quoi? Un processus au cours duquel une personne intervient pour aider un groupe à améliorer son efficacité. À 1. Identifier et résoudre des problèmes. 2. Prendre des décisions. Et 3. S'engager collectivement dans l'action. Ça, c'est vraiment la facilitation. La personne qui va aider ça, qui va aider à faire en sorte de mettre en œuvre ce processus, on va dire, c'est ce qu'on appelle un facilitateur ou une facilitatrice. Et là, il y a 3 propriétés qu'on peut identifier, clairement identifiables sur un facilitateur, si on en croit la littérature, si on en croit une définition littéraire du rôle, on verra qu'il peut diverger en fonction des contextes. Un facilitateur, c'est quelqu'un qui est accepté par tous les membres du groupe. Donc, si j'interviens dans une équipe, il faut que les gens acceptent ma présence, que les gens acceptent que je sois là pour faciliter. C'est quelqu'un qui, et on va le voir juste après, doit rester neutre sur le fond. On va voir ce que ça signifie dans quelques instants. Et surtout, c'est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir de décision. On parle souvent d'anti-pattern en Scrum, et malheureusement on le voit souvent appliqué dans les organisations, c'est le Scrum Master qui est aussi lead de l'équipe, par exemple, tech lead, manager, je ne sais pas comment on peut dire ça, resource manager, certaines boîtes on appelle des resource managers. Donc forcément, quand on facilite et qu'on a un parti pris, on perd en crédibilité, et surtout, on va avoir un impact sur la décision. On va vouloir que l'équipe penche vers un côté ou un autre. C'est réellement ce qu'on doit combattre, et ça, on va dire, c'est 3 grandes propriétés d'un facilitateur. Alors ça veut dire quoi, neutre sur le fond? En voyant le schéma, on a l'impression qu'à gauche, il fait quelque chose de pas très poli. C'est pas forcément le but, je n'avais pas remarqué, mais en gros plan, ça se voit plus. En gros, il faut travailler sur la posture. Quand
On peut identifier trois postures principales quand on va intervenir dans un contexte, quand on donne une formation, quand on intervient dans un atelier, quand on parle avec quelqu'un. On va dire qu'on a la posture haute. Je délivre un contenu, je me positionne en tant qu'expert ou en tant que décideur, je sais quoi faire et je le dis. Je dis exactement, bah, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça, c'est comme ça, etc. C'est souvent la posture qu'on adopte quand on donne une formation, par exemple. Après, on peut voir une autre posture, c'est le pair à pair. Je discute d'égal à égal. Là, l'idée, c'est de se mettre au même niveau, d'avoir un échange d'idées. C'est agréable, mais ça peut être lent si on doit prendre une décision. Et ensuite, on a la posture basse. Je ne vais pas vous spoiler, mais neutre sur le fond, c'est réellement rester dans cette posture basse. L'idée de la facilitation, c'est réellement réussir à rester en tout temps dans cette posture. En tout cas, durant les ateliers qu'on mène, durant les ateliers d'intelligence collective qu'on va mener avec les équipes qu'on accompagne. Donc la posture basse, c'est quoi? En tant que facilitateur, je ne dois pas avoir, enfin, je peux en avoir un, mais je ne dois pas en faire part. C'est avoir ni avis, ni intention. En tant que facilitateur, je dois toujours questionner et faciliter. Questionner et faciliter, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser des questions puissantes, déclencher des réflexions et faire en sorte de distribuer la parole. Alors, pour ceux qui ont un background technique, c'est pour ça que je vous ai posé la question avant, c'est un peu frustrant par moment, non? Quand on facilite une session, on voit la discussion peut tourner en rond, on a envie d'aiguiller, on a envie de donner notre avis, c'est pas forcément le moment. Donc notre super pouvoir en tant que facilitateur, on facilite une session avec une équipe, c'est réellement ça, c'est rester en posture basse, questionner. Alors, je me tourne vers Jamel. Aujourd'hui, il y a une session justement sur comment poser des questions puissantes. Je pense que c'est autour de 16h30. C'est possible. Consultez l'application du coup Agilide pour avoir l'heure précis, mais c'est vraiment ça notre super pouvoir en tant que facilitateur, c'est l'art de poser des questions puissantes. Et comment on va faire ça? On va poser des questions ouvertes. Le but des questions ouvertes, c'est réellement de ne pas épouser le problème du groupe qu'on accompagne, du groupe pour lequel on facilite, mais l'aider à reconsidérer la façon dont elle voit le problème. Donc pour ça, on a plusieurs types de questions. Les questions de précision. On va poser des questions ouvertes pour préciser les choses, faire en sorte qu'il y ait peut-être qu'il y ait des non-dits qui soient dits. Des questions de réflexion. On va pousser les gens à réfléchir. Ça peut être énervant des fois, mais on va réellement les interroger. On peut lancer des quoi d'autre ad vitam aeternam, des what else. Et puis on va essayer de contextualiser. Poser des questions de contextualisation. Qui, quoi, comment, où, quand. Ça va permettre quoi durant des sessions avec des techies ou pas d'ailleurs? Ça va permettre de faire en sorte que les gens prennent du recul, soient en capacité de regarder au bon endroit. Souvent, les gens ils vont se focaliser, par exemple, sur un problème technique, ils vont se focaliser sur la pure technique. C'est très rare qu'en fait les problématiques soient liées à la pure technique. Donc, le fait de questionner va permettre de prendre une autre perspective sur les problèmes, sur les discussions. Ça va permettre de sortir du cadre, de penser différemment, et ça va surtout permettre aux participants de penser en dehors de la boîte. Ce fameux penser en dehors de la boîte. Je l'ai traduit en français, ça rend pas très bien en français. Et donc là, notre objectif en tant que facilitateur, c'est vraiment de les aider à identifier les problèmes et les solutions, en leur faisant prendre du recul, en posant les questions les plus ouvertes possibles. Alors ça, c'est le super pouvoir du facilitateur, de mon point de vue, je ne sais pas si vous le partagez, en tout cas ça peut être un consensus de la communauté agile. Après, on peut avoir une dichotomie avec ce qui se passe sur le marché. Alors cette dichotomie, j'essaie de la retranscrire dans ce slide, je sais que c'est très visible. C'est quoi les attentes du marché vis-à-vis du rôle de facilitateur, Scrum Master, coach agile? Eh ben, ça fait peur. En tant que garant du cadre Scrum et facilitateur au sein d'un projet, vous recueillez et analysez les besoins du client. Première ligne. Pour vous, c'est de la responsabilité de qui de faire ça? On va dire dans une Scrum Team. PO, ouais. Ensuite, on a un mec, je sais pas, un mouton à 5 pattes. Si on regarde à droite, alors le poste, c'est quoi? Être au centre de la production avec des priorisations, suivre les estimations, les conceptions, les développements, la qualification, la recette et le suivi de qualité des livrables. Et en plus, la personne là, elle doit faire quoi? Maîtriser les règles métiers. Le gars, c'est un expert business. Et en plus, il doit maîtriser l'architecture de l'application. Et pas de l'application de son équipe, hein. Non, du groupe dans sa globalité. Intéressant. Ça, c'est des offres d'emploi réelles. Hein. Ouais, j'ai pas mis les noms des entreprises, peut-être qu'il y en a une que vous reconnaissez, mais
définir les besoins en termes de ressources humaines et de compétences techniques, vous organiser, planifier le développement technique, garantir l'optimisation des performances. On a un gros mix de 8 milliards de rôles différents. Project manager, tech lead, développeur, je sais pas, est-ce qu'il faut y avoir product owner, product manager, etc., etc. Donc on a une dichotomie claire entre un facilitateur stricto sensu au sens des littéraires du terme, au sens communément admis dans la communauté agile, et les attentes de pas mal d'entreprises et d'organisations sur la place, sur les places on va dire. Je ne connais pas le marché à Lille, mais je travaille sur Luxembourg, Paris, Suisse et un petit peu sur Bordeaux. En général, la vision de ce genre de rôle est à peu près celle qui est décrite ici. Alors, la question ici, c'est de se dire, ok, ça c'est la vision du marché, mais à un moment donné, est-ce que nous, en tant que facilitateurs, on peut se conformer à ça? Ou est-ce qu'on veut changer le marché? Réellement, à mon point de vue en tout cas, c'est de faire en sorte de ne pas se plier au marché, plutôt de réussir à l'influencer. Ça c'est un premier élément. On va essayer d'agir sur celui-ci. Donc, se tenir à la définition qu'on a vue précédemment. C'est ça qui est important, et c'est ça qui va être important dans ce que je vais vous montrer par la suite. C'est bien avoir en tête, facilitateur, posture basse. Alors, je vais parler d'amélioration continue pour illustrer certains propos. C'est un peu au cœur de l'agilité, c'est un peu au cœur de notre métier en réalité. Et ça tombe bien, ça me permet de m'accrocher au talk de Cécile Roche plutôt, où elle a parlé d'apprentissage. L'amélioration continue, c'est l'ancrage de l'apprentissage en continu. Et il y a quelque chose qui caractérise bien l'apprentissage continu, ou l'amélioration continue dans nos cérémonies, c'est la rétrospective. Donc, facile du Scrum, de l'Agile, du Safe, du Kanban, peu importe. En général, vous avez des moments où vous vous posez en équipe pour réfléchir à comment vous améliorer. Donc, l'idée de l'amélioration continue, c'est d'apprendre en continu, c'est faire en sorte de tendre et de devenir ce qu'on appelle une équipe auto-apprenante, une équipe qui est en capacité de s'adapter en fonction des situations et de mettre à profit un apprentissage pour résoudre des problèmes. Dans les rétrospectives, si vous en avez déjà facilité, en général, on la décompose en 5 grandes phases. La phase d'ouverture, une espèce de petite introduction qui va mettre les gens dans le bain de la rétrospective, qui va mettre les gens dans l'état d'esprit de la rétrospective. Le recueil de données, essayez de voir si vous êtes en sprint, qu'est-ce qui s'est passé durant le sprint. C'est de se remémorer un petit peu ce qui s'est passé durant le sprint, par exemple. Générer des idées d'amélioration sur base de ce qui a pu se passer. Décider d'actions sur base de ce qu'on aura recueilli. Et puis ensuite, une petite clôture de rétro. J'insiste là-dessus, mais j'aime bien rattacher au talk que j'ai eu avant. La rétrospective, c'est vraiment ça. C'est l'apprentissage en continu, comprendre de pourquoi on fait les choses. Ça, il n'y a rien de mieux que lors de la rétrospective, quand les actions elles sortent de l'équipe. En tant qu'équipe, on découvre qu'on a un problème là-dessus, on comprend le pourquoi, on a envie de s'améliorer, on a envie d'améliorer la situation sur un élément donné. On va formuler une hypothèse. Je vais vous montrer après ce que j'appelle une hypothèse. Et on va apprendre de cette hypothèse-là. Alors, en tant que facilitateur, on a souvent l'habitude de faire ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en réalité, c'était quoi le nom communément utilisable, les rétro-horizontales. Les rétro-horizontales, c'est quoi? En tout cas, de mon point de vue, c'est la rétro classique, on va dire, où on va brasser méga large. Si on prend une rétro, on a fait une rétrospective sur les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de tout noter, on va essayer de générer des idées sur tout ce qui s'est passé, de voir un petit peu comment on peut améliorer certains aspects. Ça, c'est vraiment la notion de divergence, convergence. On va diverger, on va trouver un maximum d'axes d'amélioration, on va générer un maximum d'idées d'amélioration, et ensuite on va converger, on va décider des actions, de quelques actions, pour le sprint suivant, à mettre en œuvre pour faire de l'amélioration. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est, pour l'avoir vécu de nombreuses fois en tant que développeur, ça peut être très frustrant ce genre de rétrospective. Pourquoi? Il y a ce senti. Si vous interviewez certains devs, certaines personnes techniques avec lesquelles vous facilitez souvent des rétrospectives, vous allez peut-être avoir les mêmes verbatim. On a juste survolé les sujets. Moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un sujet qui soit traité durant la rétro. Il a été complètement passé à l'as parce qu'à un moment donné on a voté, et moi un problème qui me semble critique, on l'a complètement éludé. Je suis réellement frustré par ça. On n'a pas ressorti d'action de fond. Ça ressort souvent malheureusement, et ça peut créer de la lassitude. On n'a pas ressorti d'action de fond, c'est si vous prenez les inputs de la rétro, la génération d'idées, et les sorties, les quelques actions de rétrospective qui ont été mises en œuvre, faites-le chez vous. Dans certains cas, dans certaines équipes,
On n'arrive même pas à comprendre la relation entre ce qui a pu émerger dans la phase de divergence et ce qui a été pris dans la phase de convergence. Ça crée énormément de lassitude parce qu'on a l'impression de mettre en place juste des actions de surface dans ce genre de rétrospective. Et en sortie, on peut se dire, ouais, le sujet, on sait qu'il reviendra forcément dans les prochaines rétros parce qu'en fait, on n'a pas taclé, on a pris une action qui traite juste la surface. Alors ça, c'est vraiment la rétro horizontale classique, on va dire. C'est ce qu'on peut avoir l'habitude de faire dans les équipes. Et comme dit, ça peut créer de la lassitude. Et durant ce genre de rétrospective, souvent ce qui ressort, moi je ne suis pas un dogmatique, mais c'est souvent ce qui ressort de la part des équipes qui font ce genre de rétro, c'est à chaque fois on élude des sujets techniques. C'est pas le moment d'en parler durant la rétrospective. Du coup, la question que peuvent se poser les devs, je les comprends totalement. Ah, en fait, c'est quand le moment? Si on ne peut pas en parler là, on sait qu'on a des problèmes techniques, quand est-ce qu'on en parle? Et c'est là où on a d'autres types de rétrospectives, et c'est là où il faut varier un petit peu les plaisirs. Et c'est là où, en tant que facilitateur, on a réellement une grosse plus-value sans forcément rentrer dans le détail du contenu. C'est la rétro verticale. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, la rétro spécifique, la rétro sur un thème donné, peu importe à la limite. Mais l'idée en tout cas, c'est de se dire qu'il y a un sujet qui a l'air d'être vraiment problématique. Au lieu de se dire on fait de la divergence et on converge durant une rétro, bah non. On a identifié un thème, on le tacle durant une rétrospective qui va être verticale, c'est-à-dire qu'on va réellement se focaliser uniquement sur un point durant toute la rétrospective. Donc on a un point à craquer qui est clairement identifié et on va le creuser. Alors ce genre de points, c'est souvent des points techniques parce que, comme j'ai dit avant, dans les rétrospectives horizontales, souvent les facilitateurs mettent en avant que ce n'est pas le moment de parler technique durant la rétrospective. Du coup, c'est souvent des sujets techniques qui ressortent dans les rétros verticales. Ces sujets techniques, c'est en réalité souvent aussi des questions d'interdépendance. On est en attente d'une autre équipe, on gère mal nos dépendances, on a réalisé une API, enfin, il y a une autre équipe qui a réalisé une API sans nous dire, il y a des breaking change, etc., etc. Donc la rétro verticale par l'exemple. Parce que là, le talk, c'est quand même un facilitateur au pays des techs. Donc là, je voudrais vous présenter une problématique et voir si en tant que facilitateur, on peut lutter contre le syndrome de l'imposteur. Donc, le problème, c'est le suivant. Les membres de l'équipe sont d'accord pour dire que leur architecture logicielle est ralentie. Pour eux, c'est trop compliqué. Un peu vague. Mais ça, c'est un bon point d'entrée pour une rétro verticale. Alors, comment on peut amener le sujet? Comment on peut faciliter une rétro sur ce thème-là, sans être technicien? Sans comprendre forcément c'est quoi l'architecture, c'est quoi l'enterprise architecture, c'est quoi les différents niveaux d'architecture qu'on a dans TOGAF, par exemple. Et bien, c'est tout ça. On va faire ce qu'on fait classiquement. On va juste le remixer. Petit exercice que moi je ferai en préambule ici. Ok, c'est trop compliqué. Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur c'est quoi l'architecture? Qu'est-ce que vous entendez par l'architecture? Donc là, le premier exercice que je ferai, dans ce cas-là, dessinez-moi l'architecture. Enfin, dessinez-moi. Dessinez l'architecture, on va dire. Et je vous invite à faire l'exercice. C'est surprenant ce qu'on arrive à en sortir. Au-delà des différences de détails, des niveaux qui peuvent ressortir, il y a énormément d'incompréhension même sur l'existence, sur quoi les gens travaillent. Donc c'est super intéressant de commencer ce genre d'activité par ça. Première étape, dessiner l'architecture. En individuel, et là on utilise un petit outil qui vient des liberating structures qui s'appelle one to for all, qui est de dire en individuel je fais une activité, on itère dessus en paire, donc le 2, ensuite on se met à 4, on itère encore dessus, et ensuite on se met tous ensemble. On essaie de fédérer, créer l'alignement. L'idée, cette première étape d'ouverture, ça va être de s'aligner sur c'est quoi l'existant. Si on n'est déjà pas aligné sur c'est quoi l'existant, si on n'arrive pas à le représenter, on a déjà mal barré pour se focaliser sur l'architecture et sur trouver des solutions. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord sur le problème. Deuxième étape, on va recueillir de la donnée, de manière classique. Ok, sur base du schéma sur lequel on s'est mis d'accord, on va clarifier les axes d'amélioration. Avant de clarifier les axes d'amélioration, j'aime toujours amener un peu de positif, il y a forcément du positif dans tout. Donc on va déjà les faire réfléchir sur base de ce que vous avez identifié là, de votre architecture, quelles sont les forces actuelles et qu'est-ce qui font que ce sont des forces. Ensuite, on peut enchaîner sur les points bloquants ou les points de ralentissement, comme ils l'ont défini. Qu'est-ce qui vous ralentit à l'heure actuelle sur cette archi et pourquoi? On va le matérialiser. Troisième étape, générer des idées. Alors, une idée d'activité, vous pouvez piocher les mêmes activités que vous faites dans vos rétros classiques. Vous les mixez, c'est tout. Vous les remixez sur un thème donné. Donc, vous pouvez aller sur Retromat, construire votre rétro de la même manière. Le meilleur par le pire, c'est une petite activité que je vous invite à faire, c'est assez marrant. L'idée, c'est quoi? C'est de faire la liste des pires idées pour échouer, pour
faire empirer le problème. On va essayer de penser un petit peu par l'absurde. C'est assez intéressant de voir ce qui ressort. Et on n'en reste pas là, bien sûr, sinon ça a un peu de valeur. On sait comment se planter encore plus rapidement. Mais on va vouloir transformer chaque idée négative en quelque chose de positif, en une idée positive. Une opportunité positive, en tout cas. Une opportunité d'amélioration. Ce qu'on va faire ensuite, de la même manière que dans une rétro classique, quatrième étape, on va fusionner toutes les idées qui auront été générées, et puis on va se poser des questions, on va se dire qu'est-ce qui ferait le plus de sens, on va essayer de les prioriser, et sur base de ce qu'on aura priorisé, on va décider d'actions. Mais là, les actions, ce que je vous invite à faire, et ça rejoint aussi ce que Cécile disait tout à l'heure, on va les formuler sous forme d'hypothèses. Il y a un petit Canva, là, que vous pouvez retrouver sur le lien qui n'est pas du tout lisible. Je pense que c'est sur le site, j'ai dupliqué ça sur le site de ThoughtWorks. On croit qu'en implémentant, qu'en mettant en place ceci, on va dire, ça va résulter en ça, et on sera confiant que ça va avoir un impact positif si on voit telle chose. Alors ça peut être des choses qui sont quantifiables, ou des choses qui sont plus de l'ordre du feeling, de la sensation. Et puis on finit par une activité classique, l'activité de clôture. Qu'est-ce que j'emporte? Quelle a été la chose la plus marquante que j'ai apprise durant cette rétrospective? C'est des exemples. Pour la partie hypothèse, j'ai encore mis une photo. C'est important de formuler les actions de rétrospective sous forme d'expérimentation. En réalité, quand on va mettre en place une action, c'est une hypothèse. On pense que ça peut amener à une amélioration. On pense. On va apprendre. Donc c'est important de formuler sous forme d'hypothèse et de faire ce qu'on appelle une review sur ces actions. Et de admettre, si notre hypothèse était fausse, de l'admettre. Je trouve que la méthode est plutôt intéressant. On croyait vraiment qu'en tant qu'équipe, on allait atteindre cet objectif-là en mettant en place cette action-là, mais en fait, ça permet vraiment de formuler le résultat d'une hypothèse. Très bon tips filé ce matin. Je le garde au point des slides. Du coup, la question que je peux vous poser ici, c'est sur base de la rétrospective, des 5 étapes que je vous ai montrées précédemment, est-ce que vous sentiriez légitime, même si vous n'y connaissez rien, on va dire que c'était l'architecture d'une équipe que vous venez d'accompagner, commencer à accompagner, est-ce que vous sentiriez légitime de faciliter cette rétro de cette manière-là? 5 étapes, à main levée. Ouais. Ok. Alors, si vous le faites, il y a des choses à bien garder en tête. Je parlais de posture basse tout à l'heure, donc c'est réellement le but à ce moment-là de rester en posture basse sur ce genre d'atelier, ce genre de rétro-vertical, ce genre de rétro-technique, de rester toujours en posture basse. Donc, faites en sorte de poser les questions les plus ouvertes possibles pour déclencher des prises de conscience. Et votre rôle, à vous, c'est vraiment pas de rentrer dans le contenu. C'est même un piège à éviter. Je l'ai souvent vu des gens qui n'étaient pas du tout techniques, et qui durant des ateliers avec des équipes qui étaient ultra tech, posaient des questions, c'est quoi du streaming dans Kafka, par exemple. En fait, pour t'expliquer ça, il faudra peut-être 2 heures si tu n'as pas du tout les bases, etc. Donc c'est pas le moment. C'est pas le moment de se former. C'est pas le moment non plus de prendre position. Nous, en tant que facilitateurs, et là moi je suis coach tech, j'ai aussi des avis sur des choses, sur l'architecture, etc. Mais à ce moment-là, moi je leur dis, je suis pas coach tech ici, je suis vraiment facilitateur, donc je mets une casquette de facilitateur. C'est pas une casquette physique, malgré que ça pourrait être sympa, mais vraiment je le précise. Et en tant que facilitateur, dans ce genre de session, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on doit travailler sur l'alignement, faire en sorte d'être sûr que chacun et chacune soit aligné avec c'est quoi le problème, et que chacun et chacune puisse s'écouter, se comprendre, créer le cadre de sécurité qui fasse que chacun puisse s'écouter et se comprendre l'un l'autre. Faire en sorte que tout le monde puisse prendre la parole. Et plutôt que de faire de la reformulation nous-mêmes, parce qu'on ne comprend pas la technique, déléguer la reformulation. Ah, faut être feignant. Faut être feignant au maximum et demander aux gens de reformuler pour être sûr que tout le monde ait bien compris et le même degré d'information. Donc ça aide vraiment ça notre boulot dans ce genre d'atelier. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est bien beau la rétro-verticale, mais ça veut dire qu'en tant que facilitateur, Scrum Master, il faut que je sois au courant de ce qui se passe et de ce qu'il y a comme problème dans l'équipe pour pouvoir décider à un moment donné d'une rétro-verticale. Alors ça peut être l'équipe qui vient voir le Scrum Master pour dire on aimerait bien faire un point particulier là-dessus. Mais en tant que facilitateur, on peut être proactif. Et là-dessus, je vous invite aussi à faire un petit atelier, à mettre en place un petit board qu'on appelle le Popcorn Flow. Quelqu'un a déjà vu le Popcorn Flow? On a enlevé? Ouais, 2-3 personnes, ouais. Alors le Popcorn Flow, c'est quoi? C'est l'idée de dire,
Faire de l'amélioration continue en continu, c'est bien. Donc il faut le matérialiser. Du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de se faire un board en équipe pour définir en continu c'est quoi c'est ce qu'on va retrouver dans notre popcorn. C'est vraiment un acronyme. Se faire un board physique avec des colonnes. Première colonne, on va matérialiser les problèmes et les observations. Alors les problèmes et les observations, c'est de se dire, durant le sprint, ah ok, il s'est passé ça, on a eu tel problème à un moment donné, je me lève, je vais mettre mon post-it en instantané. Alors ça peut être physique ou virtuel, hein, c'est pas un problème. Mais c'est vraiment de noter ça en continu. Ça évite aussi le syndrome de j'arrive à la rétro, ça fait un sprint de 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il y a un truc important à dire, mais je fais un gros problème, j'arrive même plus à mettre le doigt dessus. Ça nous permet de noter en continu ce qui ne va pas. En tout cas, des choses qu'on voit améliorables. Sur base de ce qu'il y a dans la colonne problème et observation, on va pouvoir matérialiser ce qu'on appelle des options. Donc, chercher plusieurs options qui nous permettraient d'adresser le ou les problèmes de la colonne 1. Ensuite, une fois qu'on a ça, qu'on a des options, on va pouvoir formuler des hypothèses. Ce qu'on retrouve dans le P de Possible Experiment. Une fois qu'on les a formulées sous forme d'hypothèses, on va se commiter. On va en prendre une, deux, et on va se commiter dessus. Alors, ça peut être dans un sprint, ça peut être, si vous travaillez en flux, ça peut être durant une période de temps, vous expérimentez quelque chose durant 1 ou 2 semaines, peu importe. Ensuite, l'expérimentation, elle passe en ongoing. L'expérimentation, l'hypothèse de travail est en cours. Et ensuite, on a une phase qui est super importante au sein de l'équipe, qui peut être aussi au-delà. On fait une review. Qu'est-ce que ça nous a apporté réellement? Et là, on peut chasser les idées fausses. Si on avait une idée qui était fausse, on la chasse. Et sur base de notre apprentissage, c'est vraiment là où on a l'apprentissage, enfin, on a appris là, et là on matérialise ce qu'on a appris, on prend une décision. C'est quoi l'étape suivante? Soit on garde, soit on jette. C'est parce qu'à un moment donné, on prend une... Ça, je l'ai vu souvent aussi, je vais en parler, mais, c'est des gens qui, à un moment donné, des équipes qui prennent à un moment donné une décision, et puisque ça a été pris, c'est une décision qui a été prise il y a 3 sprints, on ne revient pas dessus. Ah mais non, en fait, c'est ça le principe de l'amélioration continue. Quelque chose qui faisait du sens à un instant T, il fait peut-être plus de sens à un instant T plus simple. Il ne faut pas hésiter à remettre en cause aussi ce qu'on a acté par le passé. Il faut toujours remettre en question. Donc le next, il est important, il est là. Et on peut se poser aussi des questions sur d'anciennes expérimentations qui ont donné des résultats. Se poser des questions, est-ce qu'on a envie toujours de continuer avec ça ou pas? Popcorn Flow, c'est l'amélioration continue en continu. Je ne sais pas comment il le définit en anglais. En tant que facilitateur, donc ça c'est un premier outil, le Popcorn Flow, que vous soyez tech ou pas, aucune importance. Vous fournissez un outil qui permet de matérialiser l'amélioration. Un autre outil que j'aime bien implémenter dans les équipes que j'accompagne, c'est à gauche, c'est celui Spotify, à droite c'est un remix, c'est le Spotify Squad Health Check. Alors ça commence à dater aussi, mais l'idée de Spotify, en tout cas tel que Jim Janen le définit, c'était de mesurer l'amélioration des équipes. En fait, ce qu'ils ont créé chez Spotify à l'époque, c'était un modèle d'auto-évaluation qui permettait de dire, voilà, sur certaines catégories, comment les équipes s'auto-évaluent. Et de mesurer la progression, si vous voyez au-dessus, mesurer la progression sur ces différentes catégories. Alors il y a des axes comme la vitesse, le fun au sein de l'équipe, je sais pas, la mission, est-ce qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Et donc ça, on va mesurer l'amélioration sur base de ces critères qui auront été définis, mais là c'est pour toute l'organisation. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de dire, ok, dans les organisations, il y a peut-être des choses qui sont non négociables sur lesquelles on peut mesurer l'amélioration continue. Typiquement, moi quand j'interviens dans une équipe, c'est, comme je dis tout à l'heure, c'est pour amener des pratiques techniques, et c'est pour aider des équipes à délivrer de la meilleure façon possible, de la meilleure qualité possible. Donc pour moi, je viens avec des cartes d'auto-évaluation, comme Clean Code par exemple, qui sont pour moi quelque chose de primordial pour être en capacité de délivrer de la qualité. Ça, j'y coupe pas. Souvent, c'est ce qu'on va retrouver dans les organisations, c'est ce modèle d'auto-évaluation. Je vous invite réellement à le construire une partie avec les experts qui sont présents. Alors, les experts, ça peut être des techniques, ça peut être des développeurs, ça peut être des coachs agiles, des coachs tech, peu importe. Définir en tout cas un petit modèle d'auto-évaluation, une base, quelques cartes, 3-4 cartes maxi, qui vont permettre déjà de poser une base. Et le reste, qu'est-ce que vous faites? Vous allez demander à l'équipe sur quoi vous avez envie de vous auto-évaluer. Quels sont les problèmes qui sont récurrents et sur quelle catégorie vous avez envie d'améliorer, de mesurer votre amélioration. C'est des choses qu'on peut construire assez facilement. Et en une session d'une ou 2 heures, on arrive déjà à aboutir à un modèle d'auto-évaluation sur lequel on va pouvoir itérer, rajouter, supprimer des cartes au besoin. Et comment ça se déroule une session d'auto-évaluation? Une fois qu'on a créé des cartes avec l'équipe, avec les experts,
et avec des experts, en fait, on peut dérouler des séances d'auto-évaluation qui vont nous permettre de mesurer qu'on avance bien, qu'on est bien sur le chemin de l'amélioration. Et j'insiste là-dessus sur le premier point, à contrario de ce qu'on a pu voir sur le Spotify Squad F-Check. Moi, je le fais comme ça, en tout cas, c'est une évaluation par l'équipe, juste pour l'équipe. C'est pas un truc qui va servir à mesurer l'amélioration continue entre différentes équipes et mesurer l'état d'avancement d'une équipe par rapport à une autre. L'idée, c'est pas de les mettre en compétition, c'est vraiment de garder ça pour l'amélioration et faire en sorte que l'équipe s'approprie son amélioration continue. Donc leur fournir les outils et leur faire s'approprier les outils qui vont leur permettre à terme de piloter eux-mêmes leur amélioration. Donc vous pouvez utiliser ça en rétrospective et je vous invite à le réévaluer de manière assez régulière, une fois tous les X mois. Ce qui est intéressant, c'est la discussion que ça va amener quand vous allez dérouler cette auto-évaluation. Je vous invite réellement à le faire en mode caché, c'est-à-dire que de la même manière que vous déroulez sûrement des plannings poker, c'est préparer des cartes avec des feux tricolores, donc rouge, orange et vert. Et puis vous les faites voter, chacun à leur tour. Enfin, chacun à leur tour. Vous les faites voter en silence, donc ils choisissent une carte, et ils retournent tous la carte au même moment. L'idée c'est quoi? C'est de ne pas s'influencer, c'est de faire en sorte, encore une fois, que chacun et chacune puisse donner son avis, sans se faire influencer, sans se sentir comment juger, parce que moi j'ai décidé de mettre un rouge, l'autre a décidé de mettre un vert, ah mais ça me fait réfléchir, ouais mais je suis peut-être plus dans le vert parce que c'est du tech lead, etc. Non, le but c'est de faire en sorte que chacun et chacune puisse donner son point de vue. Et ce qui est intéressant avec ce modèle d'auto-évaluation, c'est que c'est une perspective individuelle sur la position, enfin sur l'équipe à un instant T, sur à quel niveau je sens l'équipe à un instant T. Sur les cartes, je n'ai pas détaillé, mais en gros, on a une définition de c'est quoi être dans le rouge, c'est quoi être dans le vert. Et là, en tant qu'individu, je me dis, ok, sur Clean Code, par exemple, ouais, je trouve qu'on a des axes d'amélioration, on a un problème de partage de guidelines au sein de l'équipe. Je pense qu'on a un point d'amélioration là-dessus, donc je ne nous mets pas vert, je nous mets orange. Et ce qui va être intéressant, c'est de faire parler les gens qui ont des points de vue différents. Vu que c'est un point de vue individuel sur l'équipe, c'est super intéressant d'avoir des gens qui votent rouge et vert. C'est même critique de les avoir, ça permet d'avoir des visions un petit peu opposées et de comprendre pourquoi il y a des visions différentes. Et on va matérialiser les constats. Quels sont les constats? Qu'est-ce qui vous a amené à voter vert? Qu'est-ce qui t'a amené à voter rouge? Et si on a voté rouge, on peut faire exprimer aussi qu'est-ce qu'il te faudrait pour passer au orange. On peut aller gratter des choses, des axes d'amélioration. Ça permet aussi de matérialiser des axes d'amélioration. Et en sortie de ce modèle d'auto-évaluation-là, on va pouvoir prioriser et identifier des actions d'amélioration. Encore une fois, qu'on va formuler sous forme d'hypothèse. Donc ça, c'est un outil qu'on peut mettre en place en tant que facilitateur. Pas besoin d'être tech, même si les sujets peuvent être tech, on n'a pas besoin d'être technicien pour venir avec cette idée. Ça va émerger soit des experts, soit d'équipes, soit les deux. Alors il y a quelque chose de primordial aussi en tant que facilitateur, alors dans un contexte tech ou pas, encore une fois. Faire en sorte que les gens s'intéressent, se comprennent les uns les autres et soient alignés. Ça paraît bête, il y a les deux phrases qui sont marquées au-dessus, je les vis au quotidien. Je vais les lire parce que chaque fois que je les fais, c'est un peu comme dans La Cité de la Peur, je vais les lire. Des gens qui parlent du même concept avec des termes différents, ou à l'inverse, des gens qui utilisent le même terme pour des concepts différents. Ça crée énormément d'ambiguïté. Vous avez souvent des meetings où on mixe des gens qui ont des profils plutôt métiers avec des gens qui ont des profils plutôt techniques, où on a des situations en fait, de friction et d'incompréhension complète, parce qu'en fait on n'utilise pas du tout les mêmes mots. En tout cas, on a des définitions différentes, on n'a pas un langage commun. En fait. Donc là, encore une fois, en tant que facilitateur, c'est assez facile d'utiliser des outils qui vont nous permettre de matérialiser ce langage commun et faire en sorte, encore une fois, de s'assurer de l'alignement de chacun des parties prenantes. Alors pour ça, je vous invite à utiliser des outils comme l'event storming. L'event storming, qui a déjà facilité les sessions d'event storming? Ok, cool. Je suis trop jeune. Du coup, c'est une bonne opportunité de voir à quoi ça ressemble. L'idée de l'event storming, c'est quoi? On va dire on a un processus métier. On va prendre un process métier sur lequel on voudrait signer, sur lequel on voudrait designer, on voudrait matérialiser dans un software. À l'heure actuelle, c'est vraiment très flou ce qu'on devrait mettre dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans une session d'event storming, on va inviter toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui ont un droit de regard sur ce process, qui sont impactées à un moment ou à un autre, qui ont
qui ont potentiellement de l'input qui soit valorisable sur ce process. On les invite dans une session collaborative, un peu comme vous avez peut-être déjà fait avec du story mapping par exemple. Et on va dire, ok, ça c'est, on va utiliser une notation que je vais préciser juste après, mais ça c'est le premier événement du process. On va prendre l'exemple d'Agilil. On a ouvert le site web 2022 par exemple, et fin de notre process, l'événement s'est terminé, donc on est demain soir. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au business, ok, on va demander à toutes les personnes présentes, là c'est pas que le business, hein, c'est le développeur, toutes les parties prenantes, ok, qu'est-ce que vous voyez dans ce processus? Qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là? Et on va formaliser ça sous forme de ce qu'on appelle domain events. Donc on va formaliser ça sous forme d'événements. Qu'est-ce qui se passe sur ce flux métier? L'event storming, c'est quoi? C'est réellement être en capacité de matérialiser ça, de diminuer la compréhension et de matérialiser un flux, un ou plusieurs flux. Il y a plusieurs niveaux d'event storming, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément de parler de ça aujourd'hui, mais c'est une première étape, c'est matérialiser les événements. Une fois qu'on a ces événements, qu'on est d'accord sur ces événements, d'accord ou pas d'ailleurs, on va introduire une autre couleur qui s'appelle les hotspots. Les hotspots, c'est la couleur... d'ailleurs, elle n'est pas à droite. C'est la couleur rose. J'ai matérialisé d'abord en couleur rose d'ailleurs. C'est les points où on sait, ok, ici, on a une vague idée des événements qui devraient sortir, on a une vague idée du traitement métier, mais on doit le détailler. On doit vraiment se poser la question de comment aller plus loin, comment le détailler plus. Donc là, on va mettre un hotspot. On va dire ça, c'est un hotspot, et on va formuler un hotspot sous forme de question. Le hotspot, ça peut être aussi de dire, ah, ici, on utilise un terme métier. Pour moi, c'est pas ce terme-là qu'on devrait utiliser. Pareil, ça va créer de la discussion. Ça va permettre de s'aligner sur un wording. En sortie de ce genre de session, on va avoir quoi? On va avoir le résultat d'event storming qui crée énormément d'alignement, qui crée énormément d'apprentissage. Et on va aussi avoir un alignement sur les mots qu'on utilise. Sur ce qu'on appelle l'ubiquitous language dans le domaine driven design, par exemple. Donc un langage commun parlé entre les gens qui vont réaliser et les gens qui ont une connotation de domaine expert, on va dire, expert du métier. C'est vraiment une notation incrémentale, l'event storming. C'est d'avoir les événements, ensuite on peut ajouter plusieurs types de post-it, on va dire, avec des hotspots, ce qu'on appelle des systèmes, quels sont les systèmes qui sont impactés, quels sont les systèmes qui vont communiquer avec notre process, quelles sont les personnes qui vont interagir avec notre système. Et ensuite on va rajouter d'autres choses. Les policies, c'est quoi les règles? Les règles métiers qui vont faire que, en fait, on va invoquer ce qu'on appelle des commandes, donc des choses qui vont, des commandes qui vont être explicitement passées sur notre système. C'est quoi les read models? Les read models, c'est quoi? C'est des choses qui vont permettre à nos utilisateurs de prendre des décisions. Donc c'est un outil qui est assez facile à prendre en main. Assez facile à pratiquer, mais qui est assez facile à prendre en main au final, et qui amène énormément d'alignement. Je le déroule assez souvent, et j'ai déroulé sur une équipe qui faisait un produit de CRM interne. Et il y avait des devs qui étaient là depuis 6 mois et qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi ils faisaient les choses et qui ne comprenaient pas surtout le wording associé à ce qu'ils faisaient. Alors, en une session de 2 heures, on avait craqué tous les points. Tous les points d'ambiguïté, tous les points de friction, tous les points d'incompréhension étaient taclés au bout de 2 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'event storming, ça peut permettre de créer de l'alignement sur un produit, sur un process, sur une big picture d'architecture, ça peut être utilisé sur plein de choses. Et ça peut surtout être utilisé pour plein de choses d'autres. C'est ça qui est top avec l'event storming. On fera un petit exercice à la fin. Moi, j'utilise souvent en rétro. Ah oui, en fait, la notation, c'est qu'une couleur de post-it et une timeline, en gros. C'est premier événement, dernier événement. Ah oui, en fait, on peut utiliser pour tout et n'importe quoi. Une rétrospective en mode event storming, c'est quoi? Le sprint a commencé, le sprint c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé entre? C'est quoi tous les événements importants qui sont passés entre ces deux points-là, entre ces deux événements? Qu'est-ce que vous avez, potentiellement, en rouge, on pourrait mettre ici, quels ont été les points de friction durant le sprint? Qu'est-ce qu'il y a eu comme point de friction? Au sein de l'équipe, en dehors de l'équipe? Facilement le mettre. Qu'est-ce qu'on a appris à certains moments? Je ne sais pas ce qu'il pouvait y avoir, je me sentais comment à certains moments. Sur base des frictions, souvent on a des tensions, donc on a des sentiments divergents qui peuvent apparaître. Ça va permettre de matérialiser ça. Donc l'event storming, ça peut s'utiliser pour la rétrospective, ça peut s'utiliser aussi pour la prise de feedback. Ça c'est un exemple que j'ai utilisé durant un meet-up en ligne. Et on peut faire exactement la même chose, prendre du feedback grâce à un event storming. Donc c'est un outil qui est super versatile, que vous pouvez utiliser, remixer pour tout et n'importe quoi. Le but c'est quoi d'avoir en tête? C'est juste un événement de début, un événement de fin, une notation incrémentale avec des post-it de différentes couleurs. Attention daltonien, faites des marques sur les post-it avant si besoin. C'est ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Alors,
Autre point que je voulais préciser aussi ici, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes facilitateur, facilitatrice, et est-ce que vous avez un background technique? Ce qui est important de préciser quand vous arrivez dans un contexte, de mon point de vue en tout cas, c'est expliquer c'est quoi votre vécu justement. C'est quoi votre background? Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience précédemment? C'est souvent peu fait, on va dire, parce qu'on ne se prend pas forcément le temps de le faire. Pourtant, ça me paraît assez critique. C'est ce qui va permettre de créer un cadre de confiance et qui va permettre aussi d'amener la discussion sur c'est quoi la vision de l'équipe de la facilitation et c'est quoi ma vision de la facilitation. Donc, ça va permettre de clarifier les attentes vis-à-vis du facilitateur. Encore une fois, quand on voit la vision du marché vis-à-vis de ce genre de rôle, c'est important de préciser, quand on arrive au sein d'une équipe, de préciser c'est quoi, moi, ma vision, comment je vais mettre en place des choses avec vous, et préciser aussi ce qu'on appelle un contrat d'accompagnement, un contrat de coaching, peu importe comment vous l'appelez, peu importe comment vous le scellez, hein, le but c'est pas d'avoir un vrai contrat avec des signatures en bas. Hein. L'idée c'est en tout cas de s'aligner sur le pourquoi, moi en tant que facilitateur, je débarque dans votre contexte, qu'est-ce que je vais vous aider à mettre en œuvre, comment, quel cadre on va poser ensemble, qu'est-ce que je vais vous proposer comme cadre en tout cas, et puis quels sont les engagements qu'on sera prêt à en mettre, alors moi en tant que facilitateur et vous en tant qu'équipe. Donc ça me paraît assez critique de faire ce genre d'exercice quand on arrive dans un nouveau contexte, au vu de l'incompréhension qu'il y a autour de ce genre de rôle. Et pour illustrer ça, j'ai interviewé un ami qui travaille sur Luxembourg, qui s'appelle Ludovic Julien. Alors lui, il est toujours. Il est coach agile, mais il a surtout un background de militaire. C'était quelqu'un qui a fait des opérations spéciales, rien à voir avec l'IT. Il a débarqué chez un de mes clients, il y a de ça 3 ans maintenant. Le client bossait sur du PSD2, c'est d'open banking, on va dire. C'est une banque. Domaine assez compliqué, hein, la banque, c'est pas forcément le domaine business le plus facile. Donc lui, il n'avait aucune notion de c'était quoi le business de la banque, c'était quoi PSD2. Et il n'avait aucune idée de c'était quoi la technique derrière. Parce que pour mettre en place du PSD2, en gros, c'est beaucoup de sécurité. C'est beaucoup des problématiques de sécurité, donc des choses assez avancées. Difficile à comprendre pour des gens qui n'ont pas du tout un background de développeur. Alors lui, ce qu'il m'a dit, je vais regarder les slides, hein, ce qu'il fait quand il débarque dans ce genre de contexte, c'est qu'il va se reposer réellement sur l'expertise des leaders en place. Il va essayer d'identifier en fait, mais d'identifier c'est qui les leaders, les leaders naturels, hein, c'est pas forcément des titres qu'on fournit aux gens. Il va identifier les leaders naturels et puis il va se reposer sur eux. Ce qu'il va faire, c'est mettre en confiance les plus faibles. C'est-à-dire que dans un groupe, il y a des personnes qui se sentent moins légitimes que d'autres, qui sont atteintes de syndrome de l'imposteur. Donc lui, ce qu'il fait en tant que facilitateur, coach, ça va être de réellement les mettre en confiance pour faire ressortir leurs talents. S'ils sont dans l'équipe, c'est qu'ils ont forcément des talents, c'est qu'ils ont forcément quelque chose à amener, et il va faire en sorte de les faire monter. Donc ça, il va faire preuve de leadership, il va faire preuve d'écoute, de compréhension, ça va être réellement son rôle. Et pour ça, ces outils, oui, c'est quoi? C'est travailler sur l'estime de soi, faire prendre confiance qu'ils ont des talents, ça rejoint vraiment le côté estime de soi, écouter, donner la parole. Dans notre métier, c'est réellement critique, faire en sorte qu'il y ait une vraie écoute. Écouter, c'est pas entendre, hein. C'est vraiment deux verbes différents, ce qui est une vraie écoute. Distribuer la parole. Gérer les conflits, c'est à la base de son métier aussi. Célébrer, faire en sorte de célébrer et de capitaliser sur les potentiels échecs. On a une hypothèse qui a été mauvaise, ok, on va capitaliser dessus, on a appris quelque chose. Et j'ai mis 2-3 verbatims aussi quand je l'ai interviewé. Pour moi, c'est pas du tout un problème de ne pas être technicien dans un milieu tech, mais ça nécessite de comprendre, de connaître ses forces et faiblesses, et surtout de les admettre. C'est un peu ça ce que je voulais amener avec mon talk. Tout le monde ne peut pas être expert sur tout. Moi je ne m'attends pas à ce qu'un facilitateur qui arrive dans un contexte donné comprenne en un clin d'œil l'architecture, et c'est pas du tout moi ce que j'attendrais de lui. J'attendrais plutôt qu'il mène justement sur ces sujets qui sont définis à gauche, travailler sur l'estime de soi, la distribution de la parole, le bien-être de l'équipe, faire en sorte que chacun et chacune se sentent en sécurité, mettre en place ces outils d'amélioration, l'amélioration continue, des choses que j'ai pu montrer par avant. Et donc il faut admettre qu'on a des faiblesses. Les faiblesses, c'est quoi? C'est pas tout comprendre à la fois au métier. Ces faiblesses dans ce cadre-là, c'est pas tout comprendre le métier. Vraiment le PSD2 et tout le régulatoire qui tourne autour, c'est des réglementations qui sont chiantes comme la mort à lire. Et la technique, c'est pas du tout sa tasse de thé. C'était vraiment un militaire de carrière. Alors pour conclure, ça tombe bien, il me reste 10 minutes. Pour conclure, ce que je voulais passer comme message aujourd'hui, c'était
En tant que facilitateur, je vous invite réellement, si vous travaillez dans des contextes tech ou dans d'autres contextes, de rester neutre. Travaillez vos postures, travaillez sur la posture basse, travaillez sur le questionnement. C'est réellement votre arme secrète, c'est réellement votre grande force en tant que facilitateur. Normalement, c'est pour ça que vous êtes là. Ne vous soumettez pas au marché. Alors, je sais, ça peut paraître facile à dire. Des fois, on a besoin de manger. Hein. Malheureusement, des fois, on est obligé de se soumettre au marché. On va essayer de changer de l'intérieur. Il y a vraiment une forte incompréhension de la part du marché sur c'est quoi ce genre de rôle qu'on appelle émergents, qui sont en réalité là depuis des dizaines d'années, mais qui sont en tout cas sur le vent en poupe maintenant. Donc, je vous invite réellement aussi à, quand vous arrivez dans un contexte, dès le début, entretien d'embauche, clarifier c'est quoi votre vision. Ça peut ne pas coller avec la vision d'organisation, au moment où vous le savez le plus tôt possible. Ça évite les frustrations. Hein. Quand on vous emploie pour un feu de rêve, et qu'en fait, la définition du rôle en interne, c'est pas du tout celle qu'on vous a vendue, ça risque de créer de la frustration. Soyez le plus transparent possible, et faites en sorte d'en parler le plus tôt possible. Je vous invite aussi à réellement ne pas uniquement utiliser toujours les mêmes outils en rétrospective. Ça crée énormément de lassitude. Donc faites des rétrospectives horizontales, ça c'est clair. Il y a des moments où il faut balayer large et il faut converger, diverger. Diverger, converger, pardon. Mais aussi faites des rétrospectives vraiment verticales. Faites en sorte d'identifier les points qui sont les plus critiques pour l'équipe à tacler. Ça peut être des points techniques, n'ayez pas peur de les aider à tacler ces points techniques. C'est critique. Conseil, même si vous avez un background technique, je sais que ça peut être dur, restez en posture basse durant ces sessions-là aussi. Mettez votre casquette de facilitateur. Matérialisez-la hein, s'il faut. Une vraie casquette. Un bonnet, un chapeau, je sais rien. Mettez en place des outils d'amélioration continue. J'en ai poussé quelques-uns ici, il y en a plein d'autres. Hein. Le Popcorn Flow, par exemple, c'est vraiment un bon outil à mettre en place et qui permet de faire de l'amélioration continue et de matérialiser ce qui ne va pas. En tout cas, les axes d'amélioration. Et puis le health check. Construisez un modèle d'auto-évaluation par l'équipe, pour l'équipe. C'est vraiment le genre d'outil que vous pouvez mettre en place sans avoir nécessité d'être un expert du domaine ou d'être un expert technique. Et encore plus primordial, faites en sorte de les aider à se comprendre les uns les autres. Faites en sorte de créer de l'alignement. Distribuez la parole. Faites en sorte de donner la parole à tout le monde. Assurez-vous, tout le monde se comprend. Donc ce talk, c'était pour faire quoi? C'était pour aider les personnes qui étaient potentiellement, qui étaient atteintes du syndrome de l'imposteur à se sentir plus à l'aise au pays des techs. Et au final, en fait, ce que j'ai dit là, ça s'applique à n'importe quel type de contexte. C'est vrai au pays des techs, c'est vrai dans n'importe quel type de contexte. C'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi ce talk. Je suis ouvert aux questions et puis je vais vous proposer une petite activité pour ceux que ça dit. Si vous n'avez jamais vu ce que c'était qu'un event storming, je n'ai pas beaucoup de place que les post-it ne collent pas sur les murs, mais j'ai prévu sur ce petit board là de faire un event storming pour recueillir votre feedback. Alors j'ai mis 2 événements, je vais pouvoir me déplacer ce coup-ci, pas besoin de slide. Quand est-ce que le talk a commencé? Enfin, premier événement, le talk a commencé, l'event storming a commencé, donc on va dire que c'est maintenant. Et puis au milieu, j'ai fait une blague pas drôle. À vous de savoir ce que c'était. Je ne sais pas c'était quoi. Merci à vous.